Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top des jeux solo 2023. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, vous avez autre chose à faire que de regarder mon top, mais ça fait plusieurs semaines que je le repousse, donc il faut bien que ça sorte un jour. J'avais déjà fait une première partie pour le premier semestre 2023. Là, on ne va pas se cantonner que au deuxième semestre, on va faire un top global. Donc il y en aura certains qui étaient déjà présents dans la première section, et vous allez pouvoir découvrir ceux qui ont disparu et les nouveaux entrants, que ce soit des jeux du deuxième semestre ou des jeux du premier semestre que je n'avais pas encore joué. On va essayer d'être assez bref, on va essayer de ne pas faire 50 minutes la vidéo. J'ai tendance à parler pendant 5-6 minutes pour chaque jeu. Là, on va essayer de faire ça de manière assez courte. De toute façon, pour les 10 jeux de ce top, 8 jeux sont présentés de manière totale sur la chaîne, donc c'est-à-dire avec une partie solo et mon avis, et les deux autres jeux, bien sûr, j'en ai parlé dans les Ezogma à quoi du jeu du samedi. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner votre top 2023, parce que le mien est bien sûr totalement subjectif, même si bien on retrouvera des jeux dans certains autres tops. Et puis on va commencer tout de suite par le 10e. Il s'agit de Discordia, un jeu à la couverture sublime, même si on peut se poser un peu la question du jeu, même si on voit que le petit bonhomme a quand même 3D dans la main, donc oui, il y aura bien des dés. C'est un jeu qui fait du bruit, donc je pense que tout est en train de se casser la gueule dans la boîte. Édité par Silex, un jeu de Bernd Eisenstein et illustré par Lucas Sigmund. Ça a été une très belle surprise, je crois, du mois de septembre. Je crois que c'est sorti dans ces eaux-là. Je l'ai acheté un petit peu par hasard, on entendait parler, mais sans trop savoir ce que c'était, et je me suis lancé dessus, et c'est vrai que c'est un jeu qui marche très bien, un jeu qui marche même aussi bien en solo qu'en multijoueur, voire même mieux, parce que finalement en multijoueur il y a assez peu d'interactions, donc là ça le fait très bien. C'est un jeu avec une mécanique assez originale, c'est que le but du jeu va être de se défausser de tous ces meeples. Souvent dans les jeux on veut avoir de plus en plus de meeples pour faire de plus en plus d'actions, là c'est le contraire, on veut se débarrasser de tous ces maudits paysans qui nous incombent. En vrai on veut leur trouver une place dans notre ville, hein, tout simplement. Et comment ça va marcher? Bien, en fait ça va être un jeu où on va choisir des dés, qui seront lancés de manière aléatoire, et donc on va prendre un dé d'une certaine valeur, et bien quand on prend ce dé, on va devoir choisir une des actions réparties de manière aléatoire en début de partie qui est sous ce dé. Ces actions, ça peut être de récupérer une tuile terrain, ça peut être de pouvoir placer des meeples sur certains bâtiments de notre ville, ça peut être de pouvoir monter sur nos pistes de bonus, je vous la fais en bref, mais clairement l'objectif principal étant de placer ces meeples, souvent vous allez essayer de pouvoir les placer. Mais le petit truc particulier, c'est que ce dé-là que vous allez prendre, il a une couleur et une valeur, et si jamais sur votre plateau, vous avez sur une des tuiles que vous avez rajoutées dans votre ville, un dé dessiné de la même valeur et de la même couleur, vous pouvez placer gratuitement des meeples. Et donc c'est là que va se passer le jeu, c'est d'essayer de comboter, de pas forcément prendre les actions entre guillemets payantes pour placer vos meeples, mais que ce soit plutôt des actions bonus grâce au dé que vous allez choisir. Donc à vous de choisir quelle tuile mettre au bon moment, comment augmenter vos bonus pour faire tout un tas de combos. Bien sûr, comme on crée son village, il y a un petit peu de bataille avec les différents barbares qui vont venir, et puis à la fin de chaque tour, pour chacune de vos tuiles dans votre ville qui ne sera pas totalement remplie par des meeples, vous allez repiocher des nouveaux meeples de couleurs aléatoires. Forcément, ces meeples ne vont pas dans n'importe quel bâtiment, il faut les mettre au bon endroit. Donc vous allez essayer de vite vous en débarrasser, essayer d'en récupérer le moins possible, mais il va vous arriver tout un tas de trucs sur la tronche. C'est assez fun, c'est une mécanique assez originale, ça se joue très bien en solo, parce que finalement vous avez un certain nombre de tours, je crois que c'est 4 manches, pour vous débarrasser de l'ensemble de meeples. Vous avez gagné, vous avez perdu, c'est facile de gérer, il n'y a pas de scoring. Le but c'est de se débarrasser de tout le monde. Finalement, en multijoueur, il y a assez peu d'interactions, on va surtout jouer pour soi sur son platé, donc même si on va récupérer les tuiles que quelqu'un d'autre aurait voulu, on le fait pas pour l'embêter, on le fait pour nous. Là en solo, c'est pareil. On va avoir nos choix à faire, et puis on va avoir un petit automat et à nous, ce qui va se jouer juste avec une tuile qu'on va retourner, qui va nous dire vous défausser ci et ça, comme ça vous êtes bien embêté. Franchement, une très belle 10e place pour ce Discordia. En 9e place, on a Fliptown, édité par Bad Boon Games, un jeu de Steven Aramini illustré par Naomi Feral. C'est pour moi le meilleur Flip and Write sorti cette année. Alors oui, ce jeu finalement se veut assez éclectique, j'essaie de mettre un peu tous les genres de jeux, même si certains sont redondants. Bien sûr qu'il n'y avait que 10 places, j'avais envie d'en mettre au moins 13, ça a été difficile de choisir 10, donc j'ai fait des choix. Probablement que je refais exactement le même top demain, il aura un petit peu varié, mais voilà, il me fallait un Flip and Write. C'est un genre de jeu que j'apprécie beaucoup, pour une mise en plus rapide, une partie rapide, on est fatigué, on se lance un Flip and Write, et là ça marche très bien. Celui-ci c'est un Flip and Write assez original, parce qu'il est tiré d'un Kickstarter, mais surtout tiré initialement d'un print and play, ce qui fait que le gros du matériel du jeu, c'est un jeu de 50
4 cartes, donc vous pouvez avoir n'importe où à la maison, et finalement dans la plupart de ces jeux, on a des cartes originales, bah là c'est un vieux paquet de 54 cartes, mais vous voyez, on est dans un thème cowboy. Thème cowboy, qui est-ce qui aimait bien faire les cowboys? Eh bien, ils aimaient bien jouer au poker, et ça va être là toute la particularité du jeu, c'est que à chaque tour, vous allez tirer 3 cartes, et ces 3 cartes, c'est vous qui allez choisir de quelle manière vous les disposez. C'est-à-dire qu'il y a une carte, vous allez la choisir pour la couleur, carré, trèfle, carreau et pique. Ça, eh bien, ça correspond en fait à une des 4 zones de votre plateau, un des 4 mini-jeux, c'est-à-dire qu'il va y avoir creuser dans la mine, on va pouvoir chasser, courir, être un bandit et donc capturer des diligences, on va pouvoir aller explorer la piste des trappeurs. Bref, une carte qui va choisir finalement la zone de votre plateau où vous allez faire une action. Une autre carte que vous allez choisir pour son chiffre, sa valeur. Sur ces plateaux, une fois que vous avez choisi finalement la diligence, si vous allez attaquer avec un as, vous allez attaquer la petite poule qui est toute pourrie, alors que si vous utilisez un valet, vous allez plutôt aller attaquer une belle petite diligence. Et la troisième carte, vous la mettez de côté, vous allez jouer 5 tours de suite, et donc à la fin, vous avez une main de 5 cartes qui correspond à votre main de poker. Et oui, il va falloir essayer de faire une bonne main de poker. Vous les connaissez, des brelans, des carrés, des suites, canne flush royale, etc. Donc à vous de miser, parce que plus vous avez une belle main, plus vous gagnez de bonus en fin de manche. Vous allez jouer 3 manches en tout, et vous allez essayer de faire le plus de points possible. Mais ce qui est très sympa, c'est qu'en plus, cette sensation de poker, il y a une sensation de combo. On peut faire une action ici qui va nous faire une action dans la ville, qui va nous faire comboter pour aller faire une action au niveau de la mine. La première partie, vous allez être un peu perdu, vous allez mal jouer, mais il va y avoir vraiment une bonne sensation de combo. Et qui dit cowboy et qu'on fait un peu des bêtises, on peut se faire capturer par le shérif. Donc vous allez pouvoir le soudoyer en lui donnant des pépites, ou au contraire faire en sorte de ne pas être recherché par ce shérif. Plein de bonnes mécaniques, plein de belles idées, un jeu assez court avec en plus des plateaux effaçables, et ça c'est cool pour un flip and write. Franchement, le meilleur flip and write de cette année, et clairement dans le top 10 je pense des meilleurs flip and write jamais sortis. En 8e position, Revive, alors qu'il était en 2e position du premier semestre, mais finalement j'ai beaucoup moins joué. Il y a des jeux que j'avais moins joué au premier semestre, que j'ai rejoué, qui sont repassés devant. Le jeu reste toujours très bon, mais je me suis un petit peu lassé. Revive, édité par Matago, un jeu de Christian A. Osby, Edge Messner, Anna Vermoen, Elise Svensson, et illustré par Gjermund Morkvebønne, bien sûr. D'ailleurs, il y en a 3 des illustrateurs, mais je vous passerai les 2 autres. Désolé les gars si jamais vous regardez cette vidéo. Revive, c'est un jeu expert, mais avec des règles finalement assez simples. On est dans un univers post-apocalyptique. Ça fait très longtemps que toutes les ressources sur Terre ont été un peu saccagées, s'il fait un froid polaire, etc. Nous, les différentes factions, on vit sous terre, mais la nature recommence à reprendre ses droits. Du coup, on se rend compte qu'il va y avoir un changement, qu'il est temps de sortir de nos sous-sols, de se replacer sur Terre, etc. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans ce jeu. On va finalement explorer cette Terre un petit peu perdue. Pour ça, on va tous jouer une faction asymétrique, du fait que, on aura un plateau de compétences, un plateau de technologie qui sera différent, qui va franchement changer notre manière de jouer. Alors, pas totalement non plus, mais on aura vraiment des bonus, des combos un peu différents, et il y a quand même un bon petit paquet, je crois qu'il y a 8 factions différentes dans le paquet, dans la boîte, je ne sais plus, 6 différentes, chacun avec une version simple et une version expert qui va encore un petit peu twister le truc. Et puis la grosse particularité du jeu, c'est que vous avez un plateau et vous avez un petit deck de cartes. Ces cartes, elles sont double face. Si vous la mettez en haut de votre plateau, vous la mettez en dessous, il y a la partie haute qui dépasse. La partie haute, c'est le bonus que vous allez gagner. Si vous la mettez sur la partie basse, c'est la partie basse de la carte qui dépasse, c'est, encore une fois, le bonus que vous allez gagner. Chaque phase du plateau, une fois que vous avez une carte, c'est bloqué. Si jamais vous voulez récupérer toutes vos cartes pour libérer vos places pour faire des actions, dans ce cas-là, vous devez utiliser une action qui s'appelle le repos, je crois, pour récupérer toutes ces cartes. Et donc, ces cartes-là vont souvent vous donner des ressources qui vont vous permettre d'explorer, parce que vous avez des tuiles mises de manière aléatoire qui sont face cachée, et pour les retourner, il faut dépenser les ressources qui sont dessinées sur ces tuiles. Forcément, quand vous retournez les ressources, vous gagnez des bonus. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que vous avez finalement un plateau de machines. Vous allez pouvoir activer ces machines avec des petits jetons éclairs, des petits jetons énergie. Quand vous activez ces actions-là, ces machines-là, ça vous donne des bonus. Des bonus qui souvent vous permettent de faire des combos, sur les machines, en augmentant sur vos pistes des machines, augmenter vos niveaux et débloquer plus de choses, mais qui vous permettent aussi de faire plus d'actions
C'est une mécanique assez sympa, assez jouissive. Au départ, on fait des actions un peu pourries, mais il y a vraiment une montée en puissance au cours de la partie. Autre point très sympa, c'est qu'il y a des scorings. Vous allez tirer des scorings de fin de partie, mais pour l'instant, ces scorings, vous n'allez pas les activer. Ils feront 0 point. Pour pouvoir les activer, il va falloir récupérer des météorites qui sont tombés sur le nord de la carte, et forcément, vous allez vous battre pour récupérer les météorites que vous voulez pour pouvoir activer vos scorings, pour que ces scorings puissent simplement vous marquer des points. Et ça, c'est encore sympa. En solo, c'est un simple beat to score. On pourrait dire, c'est un petit peu décevant pour du solo, mais il y a une idée assez sympa, c'est que c'est clairement une course. Vous avez 20 ans, je crois que c'est 20 ans de jeu pour réussir à faire le plus de points. Un temps, c'est poser une carte. Vous jouez une carte, c'est déjà un temps de jeu. Quand vous voulez récupérer toutes vos cartes, que vous vous reposez, c'est 2 temps de jeu. Donc finalement, vos 20 temps de jeu sont très rapides, vous allez jouer très peu d'actions. Mais c'est là que c'est très sympa, c'est qu'il y a plein d'actions gratuites, plein d'actions en combo, et donc finalement c'est pas parce que vous jouez qu'une seule carte que vous allez faire que ça. Souvent vous allez permettre de comboter, tac tac tac, et autant les premiers tours de jeu, clairement vous n'avez pas encore ce moteur pour comboter, donc vous allez jouer qu'une carte, mais très rapidement vous allez pouvoir enchaîner, et vous allez vraiment avoir une immense satisfaction. Un jeu avec quand même pas mal de profondeur, un jeu qui va permettre de se pousser, un jeu qui a plein de factions, donc qui permettent de comboter de manière différente. Franchement très sympa, extension qui sort en 2024, bien sûr que je l'achèterai Day One. En 7ème position, à la recherche des espèces disparues, alors celui-là, c'est celui qui a fait le plus débat à l'intérieur de mon cœur. J'aurais aimé en mettre d'autres à sa place, parce que c'est pas vraiment une nouveauté, c'est vraiment une mise à jour d'À la recherche de la planète X, mais faut se le dire, moi, À la recherche de la planète X, c'est un jeu que j'aimais beaucoup, et donc finalement avoir une nouvelle mouture un petit peu retravaillée, clairement pour moi c'est le must dans ce genre, et donc j'ai quand même envie d'avoir un jeu de déduction dans mon top de cette année, mais voilà, j'aurais pu en mettre un d'autre, il aurait pu supprimer, d'autant plus que ça fait 3 fois que j'en parle sur la chaîne, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc j'en parle beaucoup ce mois-ci, et il y a peut-être d'autres jeux à mettre en avant. Mais ceci dit, c'est un gros plaisir, c'est un jeu de déduction où vous allez poser des questions à une application, parce que oui, ça va jouer à une application, mais ce qui fait qu'en solo, vous n'allez jamais vous spoiler les réponses, vous ne pouvez pas tricher, vous ne saurez la réponse qu'à la fin. Ces questions, finalement, ça va être de dire, sur les cases du plateau sur lesquelles je me déplace, combien il y a de crapauds. Et là, vous posez la question, le robot vous dit, sur ces 5 cases, il y a 2 crapauds. Vous ne savez pas où ils sont sur les 5 cases, mais petit à petit, avec vos questions que vous allez poser à l'automa, à l'application, vous allez pouvoir croiser des informations. En plus, vous avez des règles de déduction. Vous savez que les crapauds sont à côté de 2 zones vides. Vous savez que les serpents sont jamais à côté des crapauds. Vous savez que les loris, les espèces de perroquets, font un losange. Donc petit à petit, à force de règles mathématiques, de règles de déduction, et des questions que vous allez poser, vous allez réussir à croiser, vous allez réussir à dire sur votre feuille, là je suis sûr qu'il n'y a pas ça, donc s'il n'y a pas ça là, je sais que ça peut pas être là, donc je sais que ça, il y a peut-être ça, et donc s'il y a ça là, alors qu'il y a peut-être ça là aussi, je sais que là, ici, il y a forcément ça. Vous allez vraiment créer une chaîne de déduction, à la manière d'un sudoku, pour simplifier, et ça c'est ultra jouissif. Petite mécanique assez originale, c'est qu'en plus, vous allez des fois pouvoir poser plusieurs questions de suite à l'application, parce que c'est toujours le dernier sur la piste de temps qui va choisir. Et les actions ne vont pas tous prendre le même temps. Oui, photographier, c'est demander clairement, dans cette zone-là, quel est l'animal. Là, c'est une action puissante, vous savez exactement ce qu'il y a sur une zone, donc ça va vous prendre 4 temps de jeu. Alors qu'une action un petit peu floue va vous prendre beaucoup moins de temps de jeu. Donc à vous de décider, est-ce que je fais une grosse action ou une petite action, histoire de refaire une deuxième dans la foulée, parce que je veux toujours être premier joueur, et essayer de trouver avant l'adversaire. Un jeu que j'aime beaucoup, mais bien sûr, faut aimer les jeux de déduction. Si vous n'aimez pas les jeux de déduction, vous n'aimerez pas mon 7ème. En 6ème position, il était, je crois, 8ème à la fin du premier semestre, et finalement, il est passé devant Revive. Il s'agit de Darwin's Journey, un jeu édité par Sun Grip Games, un jeu de Simone Luciani, Nestore Mangone et illustré par Paolo Voto, dans le genre de jeu expert, parce qu'il y a un autre Eurogame, mais que je considérais comme moins expert qui est devant. C'est pour moi le meilleur jeu cette année, peut-être même plus que Revive. La sensation de combo est un peu moins... alors il y a du combo, mais la sensation de combo est un peu moins jouissive. La prise en main est un peu plus compliquée, les parties sont un peu plus longues, ça prend un peu plus... Voilà, c'est plus expert que Revive, mais clairement, les sensations de jeu sont très sympas. Déjà, vous avez un beau plateau, vous êtes à la découverte des îles Galapagos, etc. Vous avez le voyage de Darwin, et en fait, ça va être un jeu de pose d'ouvriers. Grosse particularité, c'est que vos ouvriers, ce sont des ouvriers au départ lambda, mais petit à petit, quand vous allez vous placer sur différents journaux pour gagner des bonus,
et ben vous allez voir que sur ces journaux, il y a des bonus de plus en plus forts. Mais comment activer ces bonus? Eh bien, il va falloir spécialiser vos ouvriers. Vos ouvriers, vous en avez, si je ne dis pas de bêtises, 3 qui sont personnalisables, bah vous allez pouvoir récupérer des cachets, des diplômes à l'académie de certaines couleurs. Et puis petit à petit, sur votre plateau, un ouvrier aura peut-être 2 cachets jaunes, un cachet vert et un cachet bleu. Et dans ce cas-là, bien cet ouvrier, si vous le mettez à certains endroits, c'est là les différents cachets de compétences acquis, il pourra activer l'action bonifier, l'action renforcée, gagner de plus en plus de points, enfin de points de bonus pour essayer de comboter, pour augmenter au niveau de l'exploration des îles, pour augmenter votre piste de bateau, parce qu'il ne faut pas se laisser distancer par Darwin. C'est bien beau d'aller miroiter à droite à gauche les petites espèces, mais s'il avance trop, vous perdez des points. Il y a plein de petites mécaniques qui sont sympas, c'est un jeu un petit peu lourd, l'automa est comme assez simple à gérer, mais c'est vrai qu'il y a plein de micro-règles, on est vraiment sur du jeu expert, mais clairement dans le genre de jeu Eurogame poste d'ouvrier sorti cette année, cette mécanique de spécialisation est vraiment très intéressante et fait qu'on va vraiment se creuser la tête. Pour arriver dans le top 5, les 5 meilleurs jeux de cette année, la moitié sont des jeux sortis au premier semestre, la moitié est sortie au deuxième semestre. En fait, c'est pas possible la moitié parce qu'il n'y en a que 5, 60-40%, mais je laisse un peu de suspense. Le cinquième, ce sera Terraforming Mars, le jeu 2D. Alors moi, j'aime les jeux experts, mais je ne suis pas un joueur ultra expert. Je suis plutôt parce qu'on a une discussion sur Discord il y a quelques heures, sur BGG, je suis plutôt entre le 3,5 et le 4. J'ai très peu de jeux au-dessus de 4 sur 5 en difficulté. Et donc voilà, je suis un joueur expert, mais pas trop. Et donc finalement, moi j'aime bien des jeux avec une profondeur, avec une réflexion, mais comme avec des règles assez simples. Et Terraforming Mars, le jeu 2D, se pose parfaitement là. Je n'ai jamais joué au premier Terraforming Mars. J'ai joué à Terraforming Mars Ares, mais je trouvais que les parties étaient un peu trop longues, que la gestion du moteur, des combos, ça nécessitait un petit peu trop de jouer un petit peu trop de parties avant de vraiment se sentir à l'aise, parce que le mode solo était assez compliqué. Multijoueur, je ne sais pas. Là, ça reprend le même principe, mais avec des dés. Du coup, vous perdez finalement une grande partie de la réflexion, parce qu'il y a des choses qui vous seront imposées par les dés. Ceci dit, le jeu est quand même pas du tout familial, il a quand même une belle profondeur. Le but, ça reste un Terraforming Mars, il va falloir toujours terraformer Mars. Augmenter la température, augmenter l'oxygène et mettre des océans. Il faut, à la fin de 50 tours de jeu, ou 40 tours, j'ai déjà oublié, 50 tours de jeu, avoir réussi à valider l'ensemble de ces objectifs. Et puis bien sûr, vous allez essayer de faire le plus de points possible pour être un super terraformateur. Et au niveau de cette mécanique, parce que ça va toujours être une création de moteur, un engine building, comment ça va se faire? Eh bien, vous allez avoir des dés. Vous allez lancer des dés. Ces dés-là, vous ne choisissez pas n'importe lesquels. Vous allez avoir un moteur de cartes, de ressources que vous allez avoir de plus en plus, parce que vous allez pouvoir poser des cartes, acheter des cartes et les placer. Ces cartes-là, ça vous dit, au début de chaque manche, c'est vous qui décidez quand vous repartez de zéro au niveau de la manche, eh bien vous récupérez un dé de chacune des couleurs qu'il y a sur vos cartes. Ces dés-là, eh bien, ce sont des ressources. Un dé, c'est 6 faces. Il y a 3 faces de ressources communes, 2 faces de ressources peu communes et une face de ressources rares. Vous les lancez et ça vous dit les ressources que vous allez avoir pour jouer des cartes qui sont dans votre main. Donc ces cartes qui permettent finalement de remettre des cartes dans votre zone pour avoir de nouveaux dés, des cartes qui vous permettent d'avoir une action unique utilisable à chaque manche. Encore une fois, c'est vous qui décidez quand vous reposez pour réinitialiser tout ça. Et des cartes finalement qui vont plutôt être des bonus passifs ou des scoring de fin de partie tout simplement. Donc on pourrait se dire, oulala, c'est du lancer de dés, ça va être ultra aléatoire, ça va être totalement alambiqué. Et bien non, vous avez moyen de mitiger ça. Vous allez pouvoir supprimer un dé pour modifier un dé et le mettre sur la face que vous voulez. À vous de gérer le mieux possible, d'avoir des nouvelles cartes, de racheter des nouvelles cartes, de choisir les cartes pertinentes pour créer votre moteur, savoir quand est-ce qu'il faut réinitialiser tout ça pour réactiver toutes vos cartes et récupérer des dés. Et surtout, vous avez vraiment une bonne sensation de monter en puissance. Au départ, vous commencez, je crois que c'est avec 4 dés, et à la fin, vous allez clairement avoir une quinzaine de dés. Vous allez lancer ce gros paquet là qui est un peu lourd, et boum, vous allez tout lancer. Un jeu qui est très sympa, mais attention, 50 tours, c'est court. D'ailleurs, 50 tours, souvent, vous allez en faire plus parce que le système de comptage des tours est un petit peu chiant. Souvent, on oublie, il faut déplacer un petit cube sur les 50 points du plateau. Donc ça va être souvent un petit peu oublié, mais c'est pas grave. Vous allez vraiment avoir une belle sensation de monteur, et clairement, c'est pas parce que le jeu est simple que vous allez facilement gagner. Et si jamais vous gagnez, vous risquez de faire des mauvais points. Donc un jeu accessible, mais avec une belle profondeur, et une belle sensation de création de moteur, qui est ce Terraforming Mars, le jeu de dés. Bien sûr que tous ces jeux-là, depuis tout à l'heure, je vous dis que leurs points positifs, ils ont quand même des points négatifs, mais on n'a pas le temps de s'attarder sur tout, c'est un top, on va mettre en avant le positif. Si vous voulez en savoir plus, toujours, eh bien, j'en parle dans chacune des vidéos dédiées sur la chaîne, donc allez vous rencarder si vous êtes un petit peu hésitant.
En quatrième position, le jeu dont on a probablement le moins parlé, non pas sur cette chaîne, mais sur tout le YouTube, ludique français, je ne vais pas parler de plus loin que la France. Clairement, un jeu sous-coté, pourtant un jeu excellent. C'est le meilleur flip and write qui n'est pas un flip and write, c'est la Guilde des expéditions marchandes de Matthew Dunstan et Brett Gilbert. Clairement, ça va être un jeu où on va avoir vraiment la sensation d'être le commandant d'un bateau et on va aller explorer des terres perdues. Pas si perdues que ça, parce qu'on a quand même la pape, mais on est dans notre cale, on a la grosse table, on a notre map et on se dit moi je veux aller là, puis là, et il faut qu'on réussisse à faire ça. Et finalement, on a tous un point de départ sur notre carte et puis on va tirer une carte parmi 5 qui va vous dire, tout le monde, tous ceux qui sont à la table, vous allez poser un cube vert dans une prairie. À partir de votre point de départ, vous choisissez où vous mettez votre cube vert de manière adjacente, il faut faire un circuit, donc il faut que les cubes se suivent. Vous retirez une nouvelle carte, ça vous dit, vous mettez 3 cubes dans la mer, il faut que ça suive un chemin, donc soit vous repartez de votre ville et vous créez un deuxième chemin, soit vous allez sur autre chemin. Vous faites ça, le but étant de valider en solo les 3 objectifs qui seront tirés de manière aléatoire en début de partie. Donc souvent ça vous dit d'aller tout là-bas, puis tout là-bas, et de réussir en chemin à faire autre truc. Ça vous fait globalement visiter pas mal de maps, les objectifs sont un peu tendus. D'autant plus qu'il y a 4 terrains différents, chacun avec leur petite mécanique de gameplay, et si vous avez l'extension, ça vous en rajoute 2. Bref, on pourrait dire que c'est assez simple, qu'on va tous opter pour la même stratégie, même si on est en solo, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'à un moment, vous allez avoir la carte manche 1 ou R numéro 1. Et dans ce cas-là, vous allez récupérer un gros paquet de cartes. Vous allez prendre 2 cartes. Ce sont des cartes ultra cheatées. Elles sont toutes aussi puissantes les unes que les autres. Ça vous met de mettre 5 cubes d'un coup sur tel endroit, etc. Vous allez en choisir une. Vous allez faire le bonus et elle va rester dans votre propre main. Donc à chaque tour, à la manche 2, il y aura à nouveau la carte R1 qui va apparaître et la carte R2 qui va apparaître également. Et donc petit à petit, autant les premiers tours ça sera un peu pourri, mais petit à petit au cours des manches, vous allez pouvoir réussir à aller de plus en plus loin. Attention, à la fin d'une manche, vous devez vous arrêter dans un village. Si vous n'avez pas réussi à créer un village, eh bien vous allez supprimer tous vos cubes d'expédition, donc finalement vous allez repartir de zéro. Comment créer un village? Il vaut dans une zone d'un même type, dans la prairie, dans un désert, dans une petite région, avoir mis des cubes tout partout, ce qui vous permet de transformer et de créer un village. Donc petit à petit, vous allez réussir à explorer de plus en plus loin, d'avoir une mécanique de moteur qui vous permet d'aller encore une fois de plus en plus loin. C'est assez tendu, c'est simple au niveau des règles, mais sans être simple en jouant, parce qu'il faut bien prévoir, il faut bien programmer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vraiment une belle sensation que je n'ai jamais ressenti dans un autre jeu. On a vraiment l'impression, comme je vous disais, dans la cale de notre bateau et d'essayer de prévoir le chemin. Comme dans certains jeux vidéo où les temps de chargement, vous voyez votre bateau avec une petite flèche sur la map qui vous montre le chemin vers où vous allez aller. Là, c'est ce que vous allez faire dans ce jeu, la Guilde des expéditions marchandes. Un gros coup de cœur de cette année. Gros coup de cœur, mais il n'a quand même pas suffi à être dans le top 3. Que. Il aurait peut-être pu être 3e quand je regarde mon 3e. Je suis en train d'hésiter sur les positions, mais tant pis, c'est décidé, on ne changera pas. En 3e position, la planète Unknown, qui, vu que c'est en position verticale, je suis en train de perdre toutes les tuiles qui sont dedans. C'est, autant Cascadia, c'est le jeu de tuiles parfait pour les gens qui ne sont pas joueurs, pour les familles. C'est un jeu que j'offre, c'est le seul jeu de société que j'offre à des gens autour de mon entourage. Je trouve parfait, c'est le meilleur jeu de tuiles qui peut correspondre à tout le monde. Autant Planet Unknown, c'est le jeu de tuiles parfait pour les joueurs. Parce que, finalement, vous avez une planète où vous allez devoir placer des polyominoes en respectant certaines manières de positionnement pour réussir à scorer. C'est-à-dire que si vous avez à remplir totalement des lignes ou des colonnes au niveau de votre planète, vous marquez des points, tout simplement. Mais vos planètes vont être asymétriques. Elles vont avoir certaines des zones de gaz où vous ne pouvez pas vous déplacer dedans. D'autres vont avoir carrément des crevasses où vous ne pourrez pas placer ce que vous voulez. Toutes ont, ou quasiment toutes, ont des zones de rivière où pour marquer des points avec la rivière, il faut pouvoir mettre, la rivière de l'eau, il faut mettre ces tuiles d'eau dans la rivière, sinon ça ne marche pas. Donc vous avez des petites conditions au niveau de votre plateau. Mais surtout, quand vous placez ces tuiles, vous avez un petit arbre de technologie, 5 pistes sur les côtés. Et donc si dans votre polyomino, vous avez du rouge et du bleu, vous avancez d'un sur votre piste rouge, qui est la piste des rovers, parce que vous allez pouvoir avoir un rover, un petit véhicule pour aller se déplacer sur la planète, pour aller récupérer des bonbonnes, je ne sais plus si c'est de l'eau ou de l'hydrogène ou quoi, et surtout vous allez pouvoir aussi retirer les météorites qui sont positionnés sur votre plateau. Et sur cette piste rouge, ça vous dit que quand vous avancez à tel endroit, vous pouvez déplacer votre rover, mais sur certains endroits de la piste, ça vous dit que si vous arrivez là, c'est 2 points de victoire, ou alors ça vous dit que si vous arrivez là, vous pouvez augmenter sur n'importe quelle autre piste de technologie. Donc sur notre piste, par exemple la piste haut, vous allez augmenter, et ça aussi, ça vous permet d'augmenter sur notre piste. Donc ça va être toute une gestion de combo. C'est bien de placer nos tuiles sur la planète pour la remplir parfaitement, mais il faut les remplir, il faut les poser de manière astucieuse pour essayer de comboter le plus possible sur ces pistes de technologie. D'autant plus que vous avez des scorings à atteindre, des objectifs pour marquer des points supplémentaires. Donc
une autre chose à prendre en compte. La grosse particularité de ce jeu, vous le savez, c'est ce plateau tournant, plateau fromage, où eh bien, devant vous, vous avez uniquement 2 choix de tuiles possibles, et donc au tour d'après, c'est le prochain joueur, Stack, qui va tourner le plateau et vous laissera, vous aurez moins de choix, vous aurez encore 2 types de tuiles. En solo, eh bien tout simplement, ce plateau, bam, vous avancez de 1/6 de cercle et vous avez toujours le choix entre les deux. Assez simple, finalement, on aurait pu se passer de ce plateau tournant en solo. Ce qui fait encore une fois la grosse particularité, c'est que vous allez tirer des cartes événements à chaque tour. Des cartes événements de 3 couleurs, verte, orange et rouge, qui vont dire la difficulté de l'événement. Les cartes vertes, généralement, sont des événements positifs, vous allez gagner des ressources. Les cartes rouges, généralement, sont des éléments négatifs, vous allez vous prendre un truc pas top sur la tronche. Et il va falloir essayer de se débrouiller pour réussir eh bien, à se démerder. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin, il faut battre son meilleur score, il faut battre un score, mais surtout c'est que ce score, eh bien, ils sont pas bêtes. Ils se doutent bien que en fonction de la difficulté des cartes que vous allez tirer, eh bien, la partie sera plus ou moins difficile, et donc le scoring va eh bien, s'en ressentir. Donc, vous allez avoir une adaptation du score à obtenir en fonction du nombre de cartes rouges, de cartes vertes et de cartes oranges que vous allez tirer, ça c'est malin. Autre chose que je vous ai pas dit, je vous ai dit qu'il y avait des planètes asymétriques. Je vous ai dit qu'il y avait des objectifs de fin de partie qui allaient changer, des événements à changer, mais bien sûr, vous choisissez vous aussi votre faction qui ont des petits bonus, des petites mécaniques de gameplay différentes, ce qui fait que chaque partie va être vraiment différente. C'est un jeu qui est assez simple, finalement, c'est de la pose de polyomino, mais clairement, chaque partie va être assez différente avec des petites difficultés, des petites choses qui font que ça va vraiment être un jeu très sympa. Il y a des problèmes au niveau de l'édition, le plateau fromage qui est trop gros pour la boîte, les tuiles qui tombent dès que vous mettez la boîte toute droite, c'est pas parfait, c'est très cher, mais au niveau du plaisir de jeu, très franchement, il est dans le top des jeux de pose de tuiles. On arrive maintenant sur le numéro 2, Dice Throne Adventures, lui qui a été quasiment toute l'année mon numéro 1 de cette année, et jusqu'à il y a encore une semaine, je me tâtais, est-ce qu'il était deuxième, est-ce qu'il était premier, est-ce qu'il était deuxième, finalement. Je pense qu'il est passé deuxième. Dice Throne Adventure, c'est une extension. C'est l'extension pour jouer en coopération et donc en solo à Dice Throne. Vous voyez, j'ai le premier Battle Chess, j'ai le deuxième, j'ai l'extension Père Noël versus Krampus. Je suis un fan. Dès qu'il y aura Marvel qui va sortir, j'irai. Moi, je l'ai très souvent dit cette année, Dice Throne, c'est un jeu que j'adore. Du lancer de dés, 3 lancers de dés, c'est le mécanique du Yams. Pour essayer de faire la plus grosse action possible, il y a un petit peu de deck building. On va pouvoir changer nos cartes qu'on aura en main si on joue sur ce plateau-là. Il y aura de la bataille de boss, il y aura de l'exploration de donjons. Il y aura surtout ce matériel de fou où chaque personnage est différent, avec un petit rangement, avec des dés magnifiques. C'est toujours un plaisir de découvrir ces dés. Tous les personnages, alors il faut les acheter, hein, ils ne sont pas fournis dans la boîte, il y a quand même de l'argent dépensé si vous voulez la totale. Mais tous les personnages ont une façon de jouer un petit peu différente. D'autres vont être plutôt sur la pose de buff et de debuff, d'autres vont être des gros bourrins, d'autres vont avoir des familiers. C'est vraiment un jeu très riche, assez simple, assez facile d'accès. Alors c'est sûr que Dice Throne Adventure, ça va être plus Dice Throne Big Battle plutôt qu'Adventure, parce que oui, il y a de l'exploration de donjons, on retourne une tuile et il y aura un bonus ou un malus, mais clairement on va enchaîner les combats, il n'y aura pas vraiment de scénario ou de choses comme ça, on va vraiment être sûr de la bataille, donc il faut aimer lancer nos dés, mais en même temps c'est Dice Throne. Si vous jouez en multijoueur, vous allez juste vous foutre sur la tronche, et bah là c'est ce qu'on veut. Et moi, c'est un gros plaisir de pouvoir enfin jouer en solo à Dice Throne, un jeu que j'aime plus que tout. Donc voilà, ce Dice Throne Adventures, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je n'avais pas joué depuis 1 ou 2 mois, et là, l'occasion de Père Noël versus Krampus, de me refaire une campagne vraiment toujours aussi excellent. J'adore ce Dice Throne Adventures. Et donc, si Dice Throne Adventures n'est pas premier, qui est-ce qui peut être premier? Alors déjà, petit disclaimer, j'avais 2 prétendants, non pas à la première place, mais à ce top 10, qui sont Earth, que je n'avais pas joué au premier semestre, mais clairement, si j'y avais joué au premier semestre, il aurait été dans mon top 10 qui est sorti au mois de juillet. Là, j'ai franchement hésité. Je vous ai dit, pour Planète Disparue, à la recherche des espèces disparues, j'ai failli mettre Earth, mais je me suis dit, Earth, il sera comme dans tous les tops. Comme un jeu de création de moteur aussi très très sympa. Et donc je me suis dit, je vais laisser la place un petit peu à des nouveaux. Obsession aussi, qui est là, pardon, j'ai changé de place, qui est lui aussi vraiment cool, mais je me suis dit, j'ai quand même pas assez de recul sur Obsession pour être sûr que dans le temps, je vais y jouer. Le jeu est quand même assez simple, assez plus initié qu'expert. Il n'y a pas une énorme profondeur, c'est juste qu'on se plaît bien en y jouant, c'est vraiment très sympa. Mais est-ce que dans 6 mois, je vais toujours y jouer autant? Pas sûr. Donc j'ai préféré laisser un petit peu de côté pour que cette vidéo, finalement en 2023, soit peut-être encore valable dans 1 an ou dans 2 ans. Mais alors du coup, quel va être le jeu dont on n'a pas parlé, dont j'ai quand même pas mal parlé, j'ai pas mal vanté les mérites sur la chaîne. Lui aussi un jeu peut-être meilleur en solo comme multijoueur, mais je dis quasiment de tous les jeux que j'adore. Il s'agit de Amalfi Renaissance. D'ailleurs, Silex, c'est le seul éditeur qui a 2 jeux dans le top. Je viens de me rendre compte, avec un jeu de Takeo Yamada et Urabe Rocinante, un jeu qui est vraiment magnifique. C'est un jeu
un Eurogame, un jeu de pose d'ouvrier, un jeu expert, mais pas tant que ça, un jeu finalement avec une fluidité, une finesse, un jeu avec des parties qui sont assez courtes et avec un bon mode solo. Là, je vous ai vendu du rêve, maintenant je vais vous en parler un petit peu plus. Globalement, la mécanique de base, c'est que je vous ai dit, c'est un poste d'ouvrier. Les ouvriers, ce sont des bateaux. Les bateaux, vous les posez sur votre plateau et ça vous dit que vous allez pouvoir envoyer 2 bateaux en navigation pour aller chercher du vin. Très bien, poste d'ouvrier classique. Sauf que ces bateaux que vous envoyez en navigation, ce sont vos propres ouvriers, vos propres bateaux que vous mettez dans les cales qui sont sur vos plateaux. Chaque bateau, en fait, correspond à un certain nombre de ressources. Vous n'avez pas vraiment ces ressources qui existent. À n'importe quel moment, ces bateaux que vous avez envoyés dans vos cales, dans votre cale de bouteilles de vin, si vous le ramenez sur votre plateau principal, eh bien vous récupérez les ressources, vous récupérez finalement ce vin. Ce vin que vous allez devoir dépenser immédiatement pour faire une autre action. Si jamais il y a un surplus, eh bien ça vous fait gagner du pain. Pas de panique, vous ne perdez jamais les ressources parce que chaque bateau correspond finalement à 3 ressources. On va dire que c'est un simple jeu de placement d'ouvriers, mais cette mécanique d'envoyer des bateaux pour les refaire venir et de les faire envoyer, c'est très sympa. Parce que si vous envoyez tous vos bateaux finalement sur le plateau, vous avez plus 2 bateaux sur votre plateau personnel, c'est un peu confus ce que je dis, pour gagner des ressources. Donc attention, il va falloir choisir quand est-ce que je vais sur le bateau, quand est-ce que j'essaie de me débrouiller. Et comment vous allez vous débrouiller? C'est que vous avez une main de cartes, c'est un jeu de cartes quand même. Comme souvent dans les jeux de société, on commence tous avec une classe différente, un petit paquet de 5 cartes différentes qui vont vraiment spécialiser notre partie, qui vont vraiment faire qu'on va jouer de manière différente. Plusieurs stratégies vont être mises en place en fonction du type de deck. Clairement, il y a un type de deck qui permet d'aller créer des bateaux. Vous pouvez aller créer, je crois, jusqu'à 7 bateaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais plus, 7 ou 8 bateaux, qui fait que clairement, celui qui a plein de bateaux peut aller faire plein d'actions. On va se dire c'est facile, c'est le mode débutant, oui c'est peut-être le deck le plus facile à gérer. Mais attention, à la fin de chaque manche, il faut pouvoir nourrir tous nos bateaux. Il faut ravitailler les personnes qui y travaillent. Donc il va falloir avoir plein de pain disponible. Et attention, du pain, ça va nécessiter finalement des actions pour aller en récupérer. Donc certes, vous avez plein de bateaux, mais vous allez devoir pas mal les nourrir, donc il va falloir bien gérer. Mais vous avez d'autres decks qui vont plutôt jouer sur la piste des œuvres. Vous allez pouvoir acheter des peintures, des livres, etc. Et quand vous récupérez ces cartes, eh bien, ça vous donne un bonus immédiat. Ces bonus qui vont vous permettre souvent d'aller jouer sur vos bateaux, d'aller les envoyer dans les cales, de les refaire redescendre pour les ressources, de les faire envoyer finalement sans avoir à jouer au niveau du plateau principal. L'autre manière de jouer, ça va être finalement d'aller récupérer des invités que vous allez inviter chez vous, des célébrités que vous allez inviter chez vous, c'est-à-dire que vous allez mettre sur votre zone de jeu qui, eux, vont aussi vous donner des actions actives. Une fois par tour, vous l'inclinez, vous récupérez le bonus, ou alors des actions passives, dès que vous faites telle chose, vous récupérez de l'argent. Et ça va être un jeu finalement, encore une fois, de combo, il va essayer de falloir faire le plus d'actions possible, c'est vous qui décidez quand vous avez terminé votre manche, globalement vous terminez votre manche quand vous n'avez plus aucune action disponible, mais justement il va falloir essayer de faire traîner le plaisir, de gagner de plus en plus de ressources. En solo, comment ça marche? C'est certes un beat you on score, vous avez un petit automat qui vous dit juste de manière très simple, quand vous faites une action d'aller récupérer une œuvre, vous défaussez l'œuvre la plus à droite. Quand vous invitez quelqu'un, vous virez la carte la plus à droite. Quand vous vous posez sur le plateau pour faire une pose d'ouvrier, vous défaussez, vous mettez un bateau adverse sur une autre ville. Je vous passe un peu la précision des règles, mais c'est très simple. L'automa se joue en une seconde. Dès que vous avez fait votre action, bam, vous avez fait l'action de l'automa et c'est à nouveau à vous de jouer. Donc vous jouez non-stop. Et certes, il va falloir faire le plus de scores possible, le plus de points possible, mais surtout, en bas à droite de votre plateau, vous avez 3 objectifs. Ces objectifs-là, en multijoueur, finalement, c'est le premier qui fait l'objectif qui a gagné le point. Assez classique dans les Eurogames. Et bien là, vous êtes obligé de valider ces scorings. Si vous jouez en normal, à la fin de la 3e manche sur 4, vous devez avoir validé un objectif, sinon c'est game over. À la fin de la 4e manche, vous devez avoir validé un 2e objectif, sinon c'est game over, vous ne comptez même pas les points. Et si vous jouez en difficile, il va falloir valider les 3 objectifs à partir de la 2e, 3e et 4e manche. Donc vraiment ces objectifs qui sont tirés aléatoirement, vous allez en jouer 3 sur une dizaine, ça va vraiment orienter votre partie. Ça, plus le fait que vous avez un deck différent, finalement, chaque partie va être assez différente. Il va falloir vraiment penser stratégie. Vous ne ferez pas toujours le nombre de points optimal parce que si vous loupez le coche, que vous n'arrivez pas à valider votre premier objectif à la fin de la 3e manche, c'est game over. Donc il va falloir vraiment réfléchir. Et ce qui fait que c'est un jeu ultra sympa qui marche très très bien en solo et pourtant avec une partie d'environ 30-40 minutes, mise en place assez rapide à faire. Pour moi, un gros coup de cœur. On enchaîne les plaisirs sans s'essouffler. Il s'agit de Amalfi Renaissance. Voilà, on aura réussi à faire ça en moins de 40 minutes. C'est pas si mal. Dites-moi ce que vous pensez de ces 10 jeux. Encore une fois, 8 de ces jeux sont présentés en partie complète et les 2 autres, j'en ai parlé dans cette vidéo, mais aussi dans mes Ezogma. Dites-moi quel est votre top 10 ou votre top 5 des jeux 2023 en solo. Bien évidemment, on parle de solo ici sur la chaîne, mais en vrai, si vous voulez me parler de multijoueur, ça marche aussi, aucun souci. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!